Alors le relief qui est derrière moi, qui est donc appelé le relief de Domitius Aenobarbus, est un objet qui a une histoire un peu originale, puisqu'en fait il arrive ici au musée du Louvre en 1824. Alors que se passe-t-il en 1824 ? Eh bien cette année-là, il y a une vente d'œuvres d'art très importante à Paris. C'est la vente de la collection Fesch. Fesch, le cardinal Fesch, c'est l'oncle de Napoléon Ier, c'est un très très grand collectionneur. Il a collectionné essentiellement des peintures, mais aussi des antiquités, des sculptures. Et notamment, il a dans sa collection une série de reliefs assez originale qui va être vendue donc, à cette vente de 1824. Et alors cette vente va permettre au musée du Louvre d'acheter 3 panneaux, 3 morceaux de marbre qui sont aujourd'hui ceux que vous avez derrière moi. Et en Allemagne, pour garnir le musée de Munich, le roi de Bavière va acheter d'autres panneaux qui sont aujourd'hui visibles à l'Antikensammlung de Munich, qui constituent donc un objet archéologique que l'on peut aujourd'hui reconstituer. Si l'on reconstitue l'ensemble, donc, on s'aperçoit que tous ces panneaux, ceux de Munich et ceux de Paris, composent une sorte de parallélépipède, une sorte de grand volume rectangulaire qui est assez bas, comme vous pouvez le voir derrière moi. Et cet objet-là a été interprété de manière très différente. On a pensé à une certaine époque qu'il s'agissait d'un autel, en fait, un autel où on fait des sacrifices dans l'Antiquité, mais en réalité, les dimensions de l'objet, vous voyez ici, on a un objet qui fait plus de 5 mètres, 5 mètres 60 de long, ça fait vraiment très grand pour un autel. Donc on a réinterprété cette hypothèse, et maintenant on considère qu'en fait, il s'agit ici de plaques qui venaient décorer, qui venaient border en fait un podium sur lequel se trouvaient des statues de culte, et donc nous sommes dans un temple a priori à Rome, puisque l'origine en fait de ces objets est à Rome. On connaît assez bien leur histoire plus ancienne, avant la collection Fesch, puisqu'on sait qu'en 1639, ces reliefs, donc l'ensemble, ceux que vous avez là et ceux qui sont à Munich, ces reliefs étaient visibles dans un palais, le Palazzo Santa Croce, sur le Champ de Mars, le sud du Champ de Mars à Rome. Et ça, c'est la première mention que l'on a de ces objets. Donc la recherche actuelle s'est penchée sur l'origine de ces plaques de marbre pour comprendre à quel type de monument nous avions vraiment affaire et pour le resituer dans la topographie et dans la chronologie de Rome. Donc a priori, on suppose que ces plaques de marbre ont été trouvées à cet emplacement un peu particulier de Rome, qui est le sud du Champ de Mars, où l'on sait qu'à partir du début du IIe siècle avant Jésus-Christ, un très grand nombre de temples sont élevés. Ce sont des temples qui sont élevés en fait par des généraux qui sont vainqueurs des grandes batailles qui ont lieu en Orient pour l'extension de l'Empire romain. On est encore dans la période de l'histoire romaine qui s'appelle la République, mais déjà il y a des généraux extrêmement prestigieux qui vont en campagne, qui partent en campagne vers ces royaumes hellénistiques d'Orient, qui sont des royaumes richissimes, qui les fascinent et dont ils ramènent des butins colossaux. Et donc souvent ces généraux, avant la bataille, avant de partir en campagne, ils promettent à un dieu de leur élever un temple et s'ils sont vainqueurs, eh bien, en récompense, en remerciement, ils élèvent ces temples. Et on a donc une multitude de petits temples qui poussent sur le Champ de Mars et qui sont, pendant toute cette période du IIe siècle avant Jésus-Christ, ces remerciements, en quelque sorte, de généraux vainqueurs à des divinités qui peuvent être très variées. Et donc on pense que nous sommes chronologiquement à cette période, et donc la recherche a essayé d'affiner un peu cette chronologie. Alors si on se penche sur ces reliefs, eh bien, on est bien obligé de constater qu'on a vraiment 2 ensembles complètement différents. Les reliefs qui sont derrière moi au musée du Louvre sont extrêmement différents de ceux qui se trouvent aujourd'hui à l'Antikensammlung de Munich. En fait, à l'Antikensammlung, vous avez les 3 côtés, donc, qui nous manquent ici au Louvre, qui servaient donc à parer ce podium dont je vous ai parlé. Sur ces 3 côtés, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, au centre du grand côté, qui est en quelque sorte le jumeau de celui qui est ici à Paris, eh bien, on voit au milieu les deux personnages assis dans un char, et on reconnaît tout de suite Neptune et Amphitrite, son épouse. On a affaire à ce qu'on appelle, dans la mythologie, les noces de Neptune et Amphitrite. Neptune et Amphitrite ne sont pas tout seuls, ils sont accompagnés de tout un cortège marin, ce qu'on appelle un thiaz marin dans l'histoire de l'art. Et donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce cortège ? On voit des animaux, on voit des nymphes d'abord, des nymphes dénudées dans différentes positions, et puis on voit des animaux marins un peu monstrueux. On voit des hippocampes, des pistrix, donc on voit des tritons, des néréides. Et donc on a ici quelque chose d'assez classique finalement dans les répertoires de la sculpture hellénistique.
C'est un décor, je ne dirais pas extrêmement courant, mais qui est connu sur d'autres types d'objets, où on voit effectivement ce décor, cette frise marine qui se déploie, qui se développe. On a quelque chose avec vraiment un vrai sens des proportions, avec un travail du marbre qui a été réalisé au trépan, donc des creux qui sont très fouillés, des personnages qui sont bien proportionnés, qui ont une vraie dynamique, une vraie élégance. On voit c'est les queues des serpents marins qui s'enroulent, enfin bref, quelque chose d'assez agréable à voir, qui a une certaine vie en fait. Et donc, ce genre de production, on le date assez facilement du milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ. C'est quelque chose qui est qui n'est pas vraiment surprenant, c'est un beau travail. Et puis alors, vous avez ici, au musée du Louvre, quelque chose qui est complètement différent. Alors là, on n'a plus du tout affaire à une scène mythologique, on a affaire à une scène qui représente des Romains, des citoyens romains. On les reconnaît très bien parce qu'ils portent une toge. Enfin, certains d'entre eux portent la toge, et la toge, c'est l'équipement, enfin, c'est le costume officiel du citoyen romain dans l'exercice de ses fonctions civiles. Et puis d'autres sont des soldats, on les voit donc avec leur équipement militaire. Et la toge, qui est une toge un peu particulière, qu'on appelle la toga exigua, donc une toge qui est très serrée contre le corps, et l'équipement militaire des soldats ont permis de dater effectivement le relief du Louvre des années 120 avant Jésus-Christ, 130, 120 avant Jésus-Christ. Donc on est vraiment chronologiquement, pour que ce soit à Munich ou au Louvre, effectivement dans ces années autour de 130, 120, 110 avant Jésus-Christ. Donc chronologiquement, quelque chose d'assez cohérent. Mais alors, le relief du Louvre, si vous l'observez d'un peu plus près, vous vous rendez compte que d'abord stylistiquement, il est très différent des reliefs de Munich, puisque là, on a affaire à des personnages qui ne sont plus du tout dans une dynamique, on n'a plus du tout affaire à quelque chose qui est plein de mouvements, on a des personnages qui sont au contraire assez statiques, on a une disposition très juxtaposée des personnages les uns à côté des autres, on appelle ça une disposition paratactique. Donc on a quelque chose qui, je ne dirais pas manque de vie, mais disons qu'on n'a pas cherché à exprimer du mouvement. On a plutôt essayé de faire des petits tableaux qui sont finalement relativement indépendants les uns des autres. Et puis, si vous observez de près ce relief, vous verrez que les questions de proportion n'ont pas été traitées de manière traditionnelle dans la sculpture hellénistique. Vous allez voir par exemple qu'il y a un personnage qui est particulièrement grand, qui figure au centre du relief, à gauche de l'autel. C'est un personnage qui est en cuirasse, et il s'agit en fait du dieu Mars. Et lui, vraiment, il fait toute la hauteur du relief. Vous avez une autre créature qui est particulièrement imposante, c'est le taureau que l'on voit s'acheminer vers l'autel, qui est vraiment, par rapport au personnage qui l'entoure, très très grand. Donc ces différences d'échelle sont un peu curieuses, mais ne sont pas complètement étonnantes dans un contexte qui est le contexte romain, où effectivement, sur certains types de reliefs, on voit tout au long de l'histoire de l'art romain une espèce de négligence, de désintérêt, disons, pour les questions de proportion, où les personnages les plus importants sont représentés en grand et les personnages secondaires en plus petits. Donc finalement, ici, on serait dans une ambiance plutôt romaine, plutôt ville de Rome, sur des traditions de représentation qui sont plus les traditions romaines que les traditions orientales hellénistiques. Et alors donc l'autre différence fondamentale que l'on observe entre le relief du Louvre et ceux de Munich, c'est qu'au Louvre, on a des scènes qui représentent des scènes de la vie, alors je ne dirais pas la vie quotidienne, mais disons la vie civile de Rome. Tout à fait à gauche du relief, vous avez des personnages qui sont assis, dont un tient sur ses genoux un registre, et d'autres personnages debout ont l'air de leur parler, et on prend des notes donc, de ce que ces personnages debout sont en train de raconter. Et donc ça, c'est quelque chose qui, pour nous, a un écho immédiat, c'est qu'on pense immédiatement à une pratique des magistrats romains qu'on appelait la censure. Donc tous les 5 ans, à Rome, on élit 2 magistrats, qui sont des magistrats très importants, qui constituent en fait le sommet de la carrière des honneurs, ce qu'on appelle la carrière des honneurs, ce sont les censeurs. Ces censeurs ont un rôle important parce qu'ils vont répartir la société romaine en plusieurs groupes qui vont être très utiles pour aussi bien les élections, puisque c'est au sein des comices par groupe que les élections ont lieu, que les votes ont lieu, et aussi pour la répartition des citoyens au sein de l'armée. Et aussi parce que ce sont les censeurs qui dressent la liste des sénateurs, donc des gens les plus puissants de la ville de Rome. Et cette scène du recensement, où l'on note le nom et la fortune des différentes familles, eh bien c'est à cette scène-là que l'on assiste donc tout à fait à gauche du relief de Domitius Aenobarbus. Les censeurs, ce sont donc des magistrats à Rome, mais les magistrats, ce sont aussi, c'est paraît curieux pour nous, mais ce sont aussi des chefs religieux, ce sont aussi ce qu'on appelle des pontifes, donc des prêtres.
Et donc, on voit au centre de ce relief une scène de sacrifice avec un personnage qui est un de ces prêtres. Et on a pensé que ce personnage que l'on voit drapé dans sa toge, la tête voilée, qui va sacrifier, eh bien, pouvait bien être un des deux censeurs qui, après cet enregistrement de la population romaine, va pratiquer un sacrifice qui est un sacrifice de purification qu'on appelle un lustrum, donc de 3 animaux, un taureau, une brebis et un porc. Donc c'est le sacrifice qu'on appelle le suovetoril, les 3 mots latins qui désignent ces animaux. Donc ce sacrifice était un sacrifice qui était souvent consacré au dieu Mars et qui avait un rapport avec la guerre, puisque le but de ce sacrifice, c'est de laver les soldats de la souillure de la guerre. Donc il est très lié au départ de l'armée en campagne. Et de fait, ce que nous pouvons voir tout à fait à droite du relief, ce sont des soldats qui s'apprêtent à partir en campagne, un cavalier et apparemment des fantassins qui ont donc l'habit militaire tout à fait classique. Donc finalement, ce relief de Paris, il peut se lire parfaitement chronologiquement, en quelque sorte, de gauche à droite, avec cette formalité qui est la censure, le sacrifice qui précède le départ en campagne, qui est le dernier épisode auquel nous pouvons assister. Alors donc, la question qui se pose après qu'on a constaté ces différences entre les deux reliefs de Munich et de Paris, c'est de comprendre pourquoi on a affaire à deux ensembles qui sont si différents, qui sont différents sur ce qu'ils représentent, sur leur sens, leur signification, et aussi sur leur mise en œuvre, puisqu'à Paris, on n'a pas le même usage du trépan, on n'a pas utilisé non plus pour ce relief le même marbre que celui qui a été utilisé à Munich. Donc on a bien l'impression qu'on a affaire à quelque chose qui a été fait en 2 temps. Alors pour essayer de trouver une explication, on a fait ce qu'on fait assez souvent dans l'histoire de l'art romain, on a essayé de se raccrocher au texte, parce qu'on a la chance de disposer d'un grand nombre de textes qui peuvent nous permettre de comprendre un peu mieux ce qui se passe et où nous sommes avec ces objets un peu énigmatiques. Et là, on a beaucoup de chance, puisque un écrivain qui a beaucoup écrit et qui est très, très utile aux historiens de l'art, c'est Pline l'Ancien. Pline l'Ancien, donc dans son immense encyclopédie qu'on appelle l'Histoire naturelle, explique que sur le champ de Mars, eh bien, il y a un certain Gnaeus Domitius Aenobarbus qui a construit un temple qu'il a fait décorer par un sculpteur qui s'appelle Scopas le Jeune. Et donc ce Scopas, donc, qui clairement est un sculpteur d'origine grecque, d'origine hellénistique, disons, enfin de tradition hellénistique, ce sculpteur, il aurait donc réalisé pour le temple en question, pour ce temple de Neptune, une statue de Neptune, de Mars et de Thétis, qui donc devait figurer dans ce temple. Alors on imagine bien sûr, ces 3 statues sur ce podium, sur le podium dont je viens de vous parler. Et de plus, Scopas précise que ces 3 statues sont accompagnées de Néréides, de Triton, etc. Bref, on a l'impression qu'il nous décrit les reliefs de Munich et les 3 statues qu'on imagine très bien sur cette base. Et alors la tentation a été grande de rattacher donc ce temple de Neptune, ces reliefs, les 3 statues qu'évidemment nous avons perdues, et donc les fragments du Louvre à cet événement. Et donc Pline l'Ancien nous livre en plus un nom, qui est un nom que nous connaissons, Gnaeus Domitius Aenobarbus, qui est un personnage que l'on connaît, bon, il n'est pas très très célèbre, mais en tout cas on a quelques éléments de biographie sur lui. Alors c'est très intéressant parce qu'il a été vainqueur dans une bataille navale qu'il a opposé à un grec, l'usurpateur du royaume de Pergame qui s'appelait Aristonikos. Donc au moment où le roi Attal III, le roi de Pergame, décide de faire le legs de son royaume à Rome en 133 avant Jésus-Christ, Aristonikos n'est pas d'accord et donc il va essayer d'empêcher ce legs de se faire et donc les Romains vont le combattre. Et Domitius Aenobarbus va donc diriger la flotte romaine qui va défaire la flotte d'Aristonikos donc en 133 avant Jésus-Christ. Donc un événement assez considérable qui aurait mérité d'être rappelé dans le temple à Neptune que Gnaeus Domitius Aenobarbus aurait élevé donc, à son retour à Rome. Et puis Pline nous renseigne aussi sur l'emplacement donc, où ce temple se trouvait, donc sur le Circus Flaminus, dit-il. Donc effectivement, nous sommes entre, pour ceux qui connaissent un peu la topographie de Rome, entre le théâtre de Marcellus, encore visible aujourd'hui, et le théâtre de Pompée, dont on ne voit plus grand-chose, mais qui a laissé sa trace dans la topographie urbaine de Rome. Et donc nous sommes en fait à proximité du Porticus Octavius, d'un portique qui était assez célèbre, un des premiers portiques élevés à Rome, donc dans la tradition hellénistique. Et effectivement, tout ceci est assez cohérent puisque le Palazzo Santa Croce, dont j'ai parlé tout à l'heure, se trouve à proximité de cette zone-là et on imagine bien que
à l'occasion de travaux, on ait pu découvrir ces reliefs, qu'on ait pu s'en servir pour décorer un palazzo à Rome, et que donc c'est de cette manière-là, ces œuvres nous soient parvenues aujourd'hui. Et alors donc, comment expliquer encore, parce que tout ceci sont des éléments d'explication, mais on ne comprend quand même pas très bien pourquoi il y aurait cette façade, enfin ce côté du podium si différent à Paris par rapport à ceux de Munich. Alors on imagine que en fait, tout ceci a encore un rapport avec la biographie de Cnaeus Domitius Aenobarbus, et on sait qu'en effet, en 115 avant Jésus-Christ, ce personnage accède à la censure, donc une magistrature extrêmement prestigieuse, et donc on comprend que tout fier d'avoir parcouru la carrière des honneurs jusqu'au bout, il éprouve le besoin de montrer cette ascension sociale, et que donc enfin sociale en tout cas, ce prestige qui s'attache à lui, et donc qu'il transforme le podium du temple qu'il a fait ériger, et qu'il transforme un des côtés en cette frise que vous avez là, qui rappelle en fait qui il était et ce qu'il a fait. Donc voilà les quelques éléments que nous possédons qui permettent de comprendre un peu mieux ce relief.